Bonsoir à tous, bonsoir les amis. On se retrouve pour cette quatrième édition du live du salon et on est toujours aussi excités, aussi contents de vous retrouver. Cette fois-ci, nous allons parler des tendances vidéo. On a abordé ensemble les tendances matérielles, tendances logicielles. On a l'inspiration, oui, la culture photographique. Et donc là, maintenant, tout de suite, on est sur les tendances vidéo. Eh bien, qui veut lancer le bal? L'an dernier, même sujet, j'aurais tout de suite dit le 4K. Il faut être au 4K. L'an dernier, j'avais acheté un Lumix LX100 parce que je voulais commencer à faire mes blogs en 4K. 4K génial, ça permet ensuite de recadrer même si on diffuse en Full HD. C'est le format du futur. Il s'est passé un an. J'utilise plus le Lumix LX100 et c'est pour ça que je voulais dire que finalement le 4K, j'en suis revenu déjà. Et j'utilise ce petit boîtier, c'est un EOS M6 à cause tout simplement d'une fonction, une mise au point incroyable, Dual CMOS qui permet une mise au point. Je lève ici l'écran, j'appuie n'importe où sur l'écran, il fait la mise au point, il me suit. La mise au point pour moi était bien plus importante que le 4K. En tant qu'opérateur seul, pour moi ça a été un vrai changement. Du 4K flou, c'est moins bien que du Full HD net. Retenez ça. Ah, celle-là, elle est bonne. Est-ce que quelqu'un veut apporter une remarque par rapport à ça ou enchaîner sur un autre sujet? Guillaume, c'est vrai que bon, tu es photopassion, mais c'est un site sur lequel tu parles aussi beaucoup de vidéos. Donc tu as une certaine expertise à ce niveau-là. Alors on t'écoute. Mais bien sûr. Sur le matériel, quoi dire? La première, c'est que évidemment tous les constructeurs sont passés au 4K. Aujourd'hui, on dépasse même le 4K avec du 4,5, voire voire du 8K, ouais, voire du 8K. Effectivement, il y a un produit pour moi qui se démarque ici, mais c'est dans mon usage, pas forcément de blog pour le coup, mais plus pro, qui est le GH5, qui reste une caméra, qui reste un appareil photo, un châssis d'appareil photo, mais pour moi, ils ont beaucoup plus axé la partie vidéo. Maintenant je comprends aussi ce que dit Blaise là et ça fait plaisir parce que du coup on se rend compte que le Dual CMOS, le Dual Pixel, Canon, sans vouloir rentrer dans un débat, un Nikon Canon c'est vraiment pas le but, a des avancées technologiques pour les vidéastes de reportage. C'est pour ça que pour parler de Canon sur le 5D 4 qui a été plus ou moins bien perçu à l'époque par les vidéastes, pour avoir discuté pas mal avec Canon, c'est un boîtier qui est là pour faire du reportage et dans aucun cas de la réalisation de cinéma. C'est très clair et c'est l'aspect vendu. Donc ça me va bien. Et après la vidéo, je trouve qu'on est content parce que finalement on a des sondes. On a du DJI qui est là avec une cage magnifique, on en reparle un peu. On a là-haut pas mal de filtres. On a Nissi qui a un stand énorme de filtres photo et vidéo, mais qui est quand même. On a des gyrostabilisateurs qui sont pas des DJI, qui sont d'autres marques, sur d'autres stands. Et après... Non, je peux pas, j'ai plus le nom en tête. C'est du live. J'ai plus les noms en tête, mais je suis allé les voir tout à l'heure. Zenmuse. Alors Zenmuse, oui. Après, tu as le crâne qui est pas présenté ici, d'ailleurs mon grand regret. Donc la vie. Feiyu, que je trouve très bien aussi. Voilà. Feiyu, si on n'a pas bien entendu dans le micro, c'est. Voilà, après sur la vidéo je peux en parler 2 heures donc on va s'arrêter là, mais peut-être qu'on peut avoir d'autres. En tout cas aujourd'hui la vidéo est intégrée au réflexe et c'est acquis. C'est quelque chose d'acquis et ça ne sortira plus du catalogue tarif, enfin du catalogue produit. Qu'est-ce que je peux dire sur la vidéo? J'aime pas la vidéo à la base. Voilà, alors ils le savent tous, donc maintenant vous le savez aussi. Non, j'aime pas la vidéo parce que je suis photographe à l'origine, mais parce que je trouve que la vidéo c'est long, c'est compliqué, c'est lourd, il faut monter, c'est pire que le post-prod, post-prod vidéo c'est pire que post-traitement en photo. Donc voilà, il y a plein de contraintes pour moi qui opèrent seul surtout. Alors c'est peut-être ça que je voudrais dire, c'est que je vois le sentiment que j'ai, mais je suis assez mal placé pour parler de vidéo, mais le sentiment que j'ai, c'est que on a des progrès technologiques dans le matériel aujourd'hui où on a la 4K, la 8K, là, je sais pas combien de K et tout le reste qui font que les constructeurs nous disent bon, on a des modules vidéo très performants. Je trouve que ce qui manque peut-être, mais dites-moi si je me trompe, c'est plus de l'ergonomie, du confort d'utilisation. C'est-à-dire que le photographe qui veut faire une vidéo assez sympa, eh bien moi l'expertise que j'en ai qui est quand même proche de pas grand chose aujourd'hui, que ce soit sur un réflexe Nikon ou d'autres marques,
c'est que ça reste encore compliqué. Il y a encore les problèmes de mise au point, autofocus, où on sait que c'est difficile parce qu'on a toujours ce bruit d'AF. Alors chez Nikon, on a de l'AFP sur les optiques qui compensent, mais c'est pas encore ça. J'ai fait pas mal de tests en vidéo sur les réflexes Nikon où le suivi de visage, par exemple l'AF, quand on se déplace dans le viseur, bah, l'AF il a quand même tendance à nous perdre. Voilà. Et donc je suis pas dans une problématique de tournage de type cinéma, ou je sais pas quels sont les bons termes. Mais si je veux tout bêtement enregistrer une vidéo sur ma chaîne avec un réflexe, et ben tout seul j'ai du mal à gérer. Et je trouve que c'est dommage que peut-être qu'il manque encore des fonctions de cet ordre-là qui permettent de faciliter la vie. Donc là, tu donnes des pistes, mais c'est peut-être un axe de développement pour les constructeurs. Je n'ai pas prétention à dire aux constructeurs ce qu'ils ont à faire, mais c'est peut-être un axe où alors je me plante complètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis assez d'accord avec toi, mais je suis comme toi Blaise, Jean-Christophe. C'est que clairement moi je suis photographe et pas vidéaste, et pour la simple et bonne raison que pour faire de la vidéo il faut déjà avoir un schéma en tête, il faut avoir un script en tête, et il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton de tournage pour que ça fasse des vidéos, et donc des belles vidéos. Et après on en fait quoi? Ça dure des plombes, on le montre à des gens, c'est pas intéressant, donc il faut avoir un vrai savoir-faire. Moi j'aimerais franchement un logiciel qui puisse aider, peut-être une tendance, qui puisse le faire un jour, qui puisse aider les vidéastes à avoir justement un script. Il y avait Apple, enfin peut-être qu'ils le font encore toujours, dans leur iPad, ça s'appelle, comment s'appelle ce petit iMovie, qui en fait propose des plans, c'est-à-dire que pendant 8 secondes, vous allez tourner un plan large, 2 secondes, un plan serré. Un didacticiel qui dit plan par plan ce que vous avez à faire. Je trouverais ça génial. C'est que sur les iPads ou iPhone. Donc du coup, c'est assez limité en termes de qualité. Enfin, les qualités vidéo sont très bonnes, mais je veux dire, c'est aussi peut-être répétitif. Mais je veux dire, il faudrait peut-être intégrer dans les appareils, les caméscopes ou les réflexes qui font des vidéos, intégrer ce genre d'aide à tourner des vidéos. Et ce serait, je trouve, une vraie avancée pour aider les producteurs de contenu à faire du contenu intéressant et pas plan et pas long et pas chiant, quoi. Voilà. Ça, ce serait une vraie avancée, je trouve, logiciel. Absolument, et j'ai d'ailleurs ma fille de 10 ans qui a fait exactement ça. Elle a passé une journée extraordinaire sur la plage avec une copine, son iMovie a créé des séquences et ça l'a fait vibrer, elle a montré ça à tout le monde et elle était incroyablement fière. Elle avait un plaisir incroyable à faire ça. Et je veux me tourner vers vous tous parce que je pense que cette notion de plaisir, elle est clé. On fait de la photo avec un grand plaisir parce qu'on a du plaisir à partager, parce qu'on a du plaisir à regarder ce qu'on arrive à capturer. Et j'aimerais vous inviter à vraiment prendre des vidéos parce que c'est une toute autre dimension aussi. C'est l'animation de vos photos. On peut prendre de la vidéo avec nos réflexes. Moi j'ai découvert ça avec le drone cette année et ça va nous amener dans des retranchements, des endroits qu'on n'explore pas en photographie. J'ai entendu JC qui était un peu flemmard, qui voulait pas faire du montage vidéo. Je comprends très bien, mais au départ, tu avais tes 200 photos aussi, tu voulais pas non plus les importer sur Lightroom, c'est arrivé. Et donc il y a cette courbe d'apprentissage qui est là, et quand on est encore jeune et vibrant et plein de créativité, cette courbe d'apprentissage, elle ne nous fait pas peur. Et j'ai confiance dans vos lecteurs que vous n'avez pas peur de gravir cette courbe d'apprentissage, au contraire, vous allez avoir plaisir à la gravir. Ouais. Bon alors, je suis obligé de répondre. Alors, bon, je suis ni jeune ni vibrant de créativité, mais c'est pas tant le montage qui me gêne. Je comprends bien, je fais du post-traitement en photo, je fais du post-traitement en vidéo, ça me paraît logique. Donc c'est pas tant ça qui me freine, et quelque part j'aurais presque envie de dire que même si c'est pas ma sensibilité, ça m'est pas si difficile que ça de dire je drop mes rushs dans mon logiciel là et puis je fais mon truc. C'est plus que si j'ai dans une série photo, j'ai une photo qui est pas bonne, bah c'est pas grave, elle est pas bonne, je la vire et puis la série se fait quand même. Dans un ensemble de rushs que j'ai pu tourner, s'il me manque une séquence par rapport à ce que je voulais concevoir, bah c'est toute la séquence qui est morte. Et ça remet en cause la série, alors qu'en photo ça ne remet pas forcément en cause la série. Après, c'est vraiment à la prise de vue, moi, mon souci, c'est vraiment de me dire, ça m'est arrivé plein de fois alors j'ai foiré les photos, on les refait, mais il y a les vidéos, bah, c'est vraiment ça, c'est se dire, c'est pas, je trouve que c'est plus complexe encore aujourd'hui. Bon, une fois de plus, je me trompe peut-être, mais je trouve que les modules photos sont plus performants que les modules vidéo en termes de facilité d'utilisation. Et particulièrement sur l'autofocus, qui est une problématique. Aujourd'hui, on a des réflexes qui tournent avec des qualités de tournage indéniables.
je peux pas mettre l'écran de l'autre côté si je veux me filmer moi ou filmer un groupe quand on fait, je sais pas, en famille ou autre. Voilà, ça peut être ça. Ce qui sont des usages. Alors, non, mais je pense que pour quelqu'un qui fait de la vidéo, c'est un peu futile, mais pour de la vidéo amateur, il y a un vrai avantage à faire tout ça. Tu veux peu ? Alors non, je vais réagir parce qu'en fait non, je suis autant emmerdé que vous quand il faut que je me filme. Hein. Qu'on se le dise, le GH. Alors, en plus, le boîtier que j'utilise, qui est moi pour le coup un GH4 pour me faire des podcasts, l'écran est un peu plus idiot que ça. C'est qu'en fait, quand tu le retournes, t'es bloqué par la sortie HDMI quand tu fais du grand tournage. Donc, effectivement, ergonomiquement, il est pas fait pour les blogueurs. Il est pas fait pour les blogueurs. Ça est fait pour les blogueurs. La caméra qu'ils avaient fait avant, qui cartonnait, était fait pour les blogueurs aussi. Et je vais aller dans votre sens. Et il y a une application, une fonction que j'ai trouvée dans DJI pour le coup, que tu dois connaître Blaise, qui est le random de vidéo. Alors ça les gars, je vous le conseille. Random, mélange quoi. Ah putain, tu lances. Alors excusez-moi pour le gros mot. Tu lances le truc de l'application. Dans tout ce que tu as filmé, tu fais générer un clip. Il bosse pendant 3 minutes, il te sort une vidéo que je montre, et là je vais vous donner un truc, que je montre à mes mariés juste le lendemain du brunch. Genre tiens, regarde ce que j'ai fait cette nuit. Je leur montre, et là ils font waouh, j'y ai passé 10 secondes. C'est de l'intelligence artificielle. Sûrement, mais c'était mortel. Je mets un titre, un logo, et hop. Donc mais je vous le rassure, j'ai les mêmes problèmes que vous pour enregistrer une vidéo quand je suis moi devant l'écran. On a beaucoup parlé de production de contenu, on a moins parlé des supports qui vont recevoir cette production de contenu. Tu as parlé de 4K tout à l'heure. C'est vrai que c'est important parce que toi tu es vidéaste blogueur pour ta chaîne YouTube, toi aussi JC. Il est clair que les gens qui vous regardent sur un écran d'ordinateur ou un smartphone ou une tablette. Pas la peine d'avoir du 4K quoi. Donc est-ce que la tendance, on dit toujours qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que quand même la 4K, ça peut pas être important pour le recadrage? Je veux dire, dans une vidéo, si tu filmes en 4K, tu veux faire un zoom sur un sujet, sur un objet particulier ou pour faire un focus sur un truc, en pouvant recadrer sur de la 4K, tu as quand même de la marge quoi. Avec ça, tu as un peu moins de marge peut-être, non? Du coup. Enfin, c'est ce que j'ai dit au début, hein. J'ai commencé avec ça. C'est ce que je disais. Je me répète, mais le 4K, c'est ce que je recommandais l'an dernier, exactement pour faire ce que tu décris là. Du recadrage, je me mettais en 4K, je vous filmais tous les deux, et après ça me permettait de faire un grand plan sur ton visage, puis celui-là, une caméra, 3 angles. Donc ça, c'était parfait. Mais mon angle, s'il est flou, j'ai pas 3 angles, j'ai rien. Oui, mais la difficulté d'être un opérateur seul et être devant la caméra, je me suis retrouvé au salon de la photo l'an dernier à faire des plans qui étaient inutilisables, et c'est là que j'ai dit le 4K c'est fini, c'était pas un problème de 4K, c'était un problème d'utilisation complète. Ouais, et je crois que ce qu'il faut voir, c'est que on est en train de parler ici de vidéos plutôt amateur. Alors je pense que s'il y a des pros de la vidéo qui nous écoutent, ils vont peut-être se dire ils n'ont rien compris parce que de toute façon c'est pas comme ça que ça marche. Mais si je pense aux gens qui m'écoutent plutôt sur Nikon Passion, on est plus dans un monde d'amateurs qui essayent de dire tiens, est-ce que ça pourrait pas remplacer le caméscope familial qu'on avait avant, tout ça. Donc oui, techniquement parlant, ça le remplace. Maintenant, les usages, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est que le caméscope, on était tout seul à filmer. Il n'y a pas le cadreur, le monteur, l'éclairagiste, le machin, le truc. Il n'y a pas une équipe de production. Et aujourd'hui, on utilise son réflexe de la même façon, en se disant finalement, je suis toujours tout seul avec mon matos et je fais mes vidéos. Et c'est en cela que je pense que les progrès de la technique pourraient peut-être aller autant dans le sens de la facilité d'utilisation que de la qualité de l'image. Et je trouve que les constructeurs ont beaucoup axé les développements sur la qualité de l'image, peut-être un peu moins sur la facilité d'utilisation. Merci les amis, ça n'a pas été très fluide par moment, mais en tout cas on a dit ce qu'on avait à dire, c'est super. On vous donne rendez-vous pour demain, le dernier live du dernier jour du salon. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, super. Ciao ciao, merci.